Madame, Monsieur, bonsoir. Entrepreneuriat au féminin au menu de votre émission ce soir. Les efforts du Maroc pour le renforcement de l'entrepreneuriat féminin lui valent un score de 100 sur 100 sur ce critère dans l'indice Femmes, Entreprises et Droits établi par la Banque mondiale. Pour 2023 et sur les 20 économies de la région MENA, 3 seulement affichent un score supérieur à 75, dont le Maroc avec un score de 75,6. Mais voilà, en comparaison à 2022, le score marocain n'a pas évolué. Le document de la Banque mondiale indique sans surprise que des difficultés, je cite, importantes subsistent notamment dans les domaines du mariage et de la parentalité. Alors juste pour information ou pour rappel pour ceux des plus initiés d'entre vous, le rapport de la Banque mondiale passe au crible les lois et les règlements de 190 pays au regard de 8 domaines qui influent donc sur la participation des femmes à la vie économique. Il s'agit de la mobilité, du travail donc, de la rémunération, du mariage, de la parentalité, de l'actif et des retraites, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et sur l'entrepreneuriat, nous braquons les projecteurs ce soir. Pourquoi l'entrepreneuriat au féminin est-il en perte de vitesse au Maroc et comment y remédier? C'est ce que nous discutons ce soir en compagnie de mes invités. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir Madame Aïcha Bkhalil Idrissi, secrétaire générale et membre fondatrice de l'association professionnelle pour l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Elle est également directrice générale du cabinet Performance, Proformation et Conseil. Bonsoir Madame Bkhalil Idrissi, merci. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Et merci à vous d'accepter l'invitation de Questions d'Actu. Par ailleurs, nous avons avec nous ce soir l'une des auteurs d'un rapport, notre rapport, pas celui de la Banque mondiale, qui couvre pas moins de 50 pays. C'est le Global Entrepreneurship Monitor. En plus du suivi et de la surveillance de la data, donc des données, ce rapport actualisé fournit aux décideurs politiques des données donc et des analyses afin que ces derniers puissent à leur tour prendre des décisions, enfin on l'espère du moins, qui œuvrent et qui ouvrent la voie à un entrepreneuriat plus réussi de haute qualité dans leur pays et notamment pour les femmes. Il s'agit du docteur Fatem Boutaleb. Bonsoir Fatem Boutaleb, merci. Bonsoir, merci pour de vous joindre à nous. Invitation. Marhaba. Et j'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président de Startup Maroc, Naoufal Chama. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors il n'y a pas la parité, mais bon, une fois n'est pas coutume d'avoir des dames sur le plateau de Questions d'Actu. C'est toujours une joie pour moi et je le précise, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être commencer par dresser un état des lieux sur les tendances de l'entrepreneuriat, Fatem Boutaleb, sur la base des études et de la recherche que vous avez entreprise dans le cadre de ce rapport. Alors, il y a beaucoup d'informations. Donc, alors effectivement, je rappelle que l'étude, elle porte sur la dynamique entrepreneuriale et également sur l'écosystème entrepreneurial. Donc, c'est une étude qui existe depuis 24 ans. Donc, il y a derrière tout un consortium de recherche à l'international. Et la spécificité de cette étude, c'est qu'elle se focalise sur le comportement entrepreneuriale. Cette symbiose entre la culture entrepreneuriale, l'engagement entrepreneurial, les attitudes, l'activité et les aspirations. Donc, elle diffère notamment des études officielles qui vont privilégier davantage la dimension organisationnelle. Donc, au niveau du Maroc, nous y participons à travers notre équipe de l'Université Hassan II depuis 2015. Donc, alors, globalement, l'intérêt de l'étude, c'est montrer comment l'entrepreneuriat peut être un levier de croissance économique. Donc, on étudie les comportements des individus, les dimensions sociétales ou les attitudes à l'égard de l'entrepreneuriat dans une économie donnée. Et puis, on regarde un petit peu comment ces attitudes vont interagir avec les conditions contextuelles d'un écosystème, qui soit favorable ou défavorable. Et c'est cela qui va produire des activités entrepreneuriales que l'on va mesurer quantitativement, mais aussi qualitativement. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir
sur le plan du potentiel de croissance économique, l'innovation, l'utilisation de la technologie, etc. Donc, l'autre particularité de l'étude, c'est qu'elle adopte une approche processuelle. Donc, on met la lumière à la fois sur l'entrepreneuriat potentiel. Donc, on va distinguer de l'entrepreneuriat naissant, de l'entrepreneuriat nouveau, de l'entrepreneuriat établi. Et on va bien sûr aussi faire le suivi de l'entrepreneuriat discontinu, ou ce qu'on appelle les sorties entrepreneuriales. Donc, là, il s'agit donc d'une méthodologie. Est-ce qu'elle est spécifique à chaque pays ou elle est plus généralisée? Parce que, comme je le disais il y a quelques instants, c'est un rapport, c'est une étude qui couvre beaucoup de pays. Elle n'est pas vraiment comparative, mais en tout cas, on retrouve les données de chaque pays. Est-ce que l'approche est pareille pour tous les pays, que ce soit à des pays à faible revenu, moyen ou haut revenu? Alors, l'étude, elle se base sur le classement, parce que cette influence de l'entrepreneuriat sur la croissance économique va différer selon le niveau de développement de chaque pays. Donc, on se base sur le classement du Forum économique mondial, donc, qui fait la distinction entre les économies tirées par les facteurs, les économies tirées par l'efficience et les économies tirées par l'innovation. Et justement, cette corrélation entre l'entrepreneuriat et la croissance va différer selon le niveau de développement de chaque pays. Et l'importance de chaque condition cadre au niveau de l'écosystème va également aussi différer selon le type d'économie. Maintenant, c'est une étude tout à fait comparable, en fait, à la fois en termes d'espace et de temps. C'est exactement le même questionnaire, les mêmes études qui sont administrées au niveau de toutes les économies nationales participantes. Et donc, ça permet à la fois de comparer, de faire des comparaisons interpays, mais aussi de suivre les tendances à travers les années. Et que ce soit donc à travers ce qu'on appelle Adult Population Survey, c'est l'étude qui est faite auprès de la population adulte âgée de 18 à 64 ans. De même, pour l'écosystème, qui est une étude qu'on appelle National Expert Survey, et c'est une étude auprès des experts de chaque pays. Donc, alors, en parlant de chaque pays, parlons du Maroc. Quelle évolution vous avez soulevée à travers l'étude qui a été menée sur l'année dernière, il me semble, pour 2022? Oui. Alors, deux constats importants. Donc, comparativement à l'année 2021. Alors, d'abord, c'est bien sûr ce qui corrobore un petit peu les autres résultats, notamment au niveau macroéconomique. Donc, il y a relativement une baisse de la dynamique entrepreneuriale. Donc, on est passé d'un peu plus de 6% à 4,8%. Donc, il y a une baisse qu'on va qualifier plutôt de conjoncturelle, parce que c'est une baisse qui a été... qu'on a remarqué depuis l'après-Covid. Donc, en 2019, nous étions à 11,6%. Donc, alors, cette baisse, elle n'est pas si préoccupante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas structurel. Donc, c'est vraiment une baisse conjoncturelle. Et elle n'est pas préoccupante. Pourquoi? Parce que, de manière corollaire, on voit l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial. D'ailleurs, ça a été vivement salué au niveau de différents rapports qui ont repris les résultats de GEM. Le Maroc fait partie des rares pays où on a vu l'amélioration pratiquement de toutes les conditions cadres de l'écosystème. D'accord. Donc, cela présage une amélioration ou un impact, en tout cas, qui serait positif dans les années à venir. Nous allons y revenir, certainement. On parle de cet écosystème, Aïcha Khali Idrissi, on parle de l'écosystème entrepreneurial marocain. Quelle est la place de la femme dans cet écosystème, en sachant qu'il y a beaucoup de rapports et beaucoup d'études qui démontrent que cet entrepreneuriat féminin est en perte de vitesse. Mais d'abord, est-ce qu'il trouve sa place dans cet écosystème entrepreneurial marocain, en bonne et due forme, vraiment, loin de tous les slogans et de tous les discours Ok, alors si je reviens un moment sur les données que vous avez citées en premier lieu, donc vous avez parlé des scores qui sont donnés par la Banque mondiale. Oui.
sur lesquels, quand on voit les chiffres, on voit que le Maroc il est très bien positionné par rapport à pas mal d'autres pays. Notamment, nous sommes parmi les 9 premiers pays où l'entrepreneuriat féminin devrait se sentir à l'aise. Parmi les 20 pays, bien sûr, qui font partie du système Nord-Afrique éminent. Aujourd'hui, quand on revient réellement à la réalité, on trouve que le pourcentage des femmes, par exemple, qui sont à la tête ou bien responsables, on va dire des chefs d'entreprise ou des femmes qui ont des hautes responsabilités, on est très loin, on va dire, des normes internationaux. Si on prend par exemple, toujours si je rentre dans la Banque mondiale, nous avons les normes internationales où on va dire la moyenne est de 41%. Ça veut dire mondialement des femmes qui sont à la tête d'entreprise ou chefs d'entreprise. 40%. Dans les 41%. 41%. Aujourd'hui, quand on compare avec le Maroc, on est dans les 17%. Alors, si on reste dans notre continent africain et on compare, par exemple, avec d'autres pays, on va dire, de l'Afrique subsaharienne, nous avons des pays qui sont à 53% des femmes entrepreneurs ou des femmes qui ont des postes de responsabilité, des hauts postes de responsabilité. Là, c'est toute la question. Donc, il faut dire quand même qu'il y a une chose très importante, que c'est un problème de mindset avant tout. Parce que quand on voit les programmes aujourd'hui qui sont sur le marché marocain, donc on a tendance aujourd'hui à recevoir des remarques comme quoi il y a trop de programmes qui sont destinés pour la femme. Mais les résultats, malheureusement, donc, ils ne sont pas aussi, on va dire, nombreux comme on l'espère. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé d'un chiffre qui n'a pas évolué dans les scores internationaux entre 2023 et 2022 et qui a régressé dans nos scores nationaux. Alors, bon, voilà, si on met de côté, bien sûr, Covid, qui a eu quand même un effet néfaste sur toute, on va dire, sans faire de discrimination de genre, la femme, elle a été la plus touchée parce que, bon, on a été coincés pendant 2 ans chez nous avec des enfants à charge et voilà, donc tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, réellement, c'est une vérité sur laquelle on doit s'attabler et dire qu'il y a beaucoup de programmes qui travaillent pour la femme. Donc ça, c'est une vérité. Si on le compare avec d'autres pays, nous sommes vraiment très chanceuses, que ce soit des programmes nationaux ou internationaux. Il y a même l'esprit de l'entrepreneuriat féminin, il est accepté aujourd'hui, même dans les milieux ruraux, même dans les milieux, on va dire, périphériques par rapport aux grandes villes. Il faut que le mindset change. Non, les mindsets ou les mentalités sont en train de changer, sont en train d'accepter cette femme entrepreneur. Ce qui nous manque, je pense que déjà, donc il faut faire un ciblage davantage sur le travail, sur le leadership féminin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons les financements, parce que tous les programmes, donc, ils travaillent surtout sur les financements. Il y a de l'accompagnement. Mais nous avons un grand problème avec le leadership féminin et surtout donc, cette envie de prendre le risque pour aller vers l'entrepreneuriat, en sachant que moi, personnellement, et la majorité des femmes qui sont bien sûr dans le cadre des femmes entrepreneurs, nous savons pertinemment que les statistiques sont fausses, parce que la femme, elle travaille. La majorité des femmes, elles travaillent dans l'informel. C'est la rémunération, voilà. C'est la rémunération. Exactement. C'est là où cela pose problème, d'autant plus que quand vous parlez de ces femmes entrepreneurs, il y a effectivement un contraste entre les chiffres et la réalité, en sachant que beaucoup de femmes sont auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, mais ou même travaillent, mais ne sont pas déclarées ou ne se déclarent pas. Exactement. Parce qu'il s'agit là de petits business. On ne parle pas de femmes entrepreneurs à grande échelle. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que là, quand on parle de femmes entrepreneurs, il faut mettre des échelles. La majorité des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes qui sont dans les services. Et nous savons pertinemment que les services, ce sont des métiers qui sont à haut risque. Et quand on compare par rapport au pourcentage, on trouve que la majorité des femmes, elles sont dans les petits métiers ou bien elles travaillent, par exemple, dans des petites coopératives. Donc, c'est vrai qu'elles sont déclarées en tant que femmes entrepreneurs. Ça, c'est une déclaration, mais la réalité, elle est autre. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour développer le terme de l'entrepreneuriat féminin, mais réellement, ça veut dire le vrai sens de l'entrepreneuriat féminin. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la femme elle-même pour qu'elle puisse sortir et aller vers le formel. Parce que je suis sûre et certain que si on aide la femme à aller vers le formel, à s'inscrire, automatiquement, on aura un pourcentage qui va être totalement différent de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Surtout que la micro-entreprise représente 15% en tout cas des micro-entreprises qui sont dirigées par des femmes. Exactement. On est loin des chiffres pour les grandes entreprises. Juste avant d'avoir peut-être à titre comparatif ce qui se passe sous d'autres cieux, restons dans cet écosystème, mais plus particulièrement dans l'écosystème des startups. Est-ce que
on peut transposer la réalité de l'entrepreneuriat, à savoir les femmes qui choisissent des secteurs de travail ou des secteurs d'activité qui sont la santé, l'action sociale, les services comme évoqué par Mme Khali, l'enseignement, donc ce sont les secteurs les plus prisés par les femmes dirigeantes. Est-ce que c'est le cas aussi pour la start-up, pour l'écosystème de la start-up au Maroc? Il y a une tendance qui fait que ce sont des secteurs classiques pour la femme, qui sont choisis par les femmes chefs de start-up. La question est très délicate parce qu'en fait, il y a des métiers où on va voir effectivement plus de femmes qui vont postuler à des programmes en fait, pour des programmes d'incubation, d'accélération sur les tech, le health tech, etc. Et tech, c'est éducation technologique et health tech, c'est la santé. Maintenant, on a aussi quelques femmes qui sont sur l'industrie, etc., mais c'est très rare. La différence du monde du start-up, c'est qu'on n'est pas sur des business de survie. C'est-à-dire on est sur des business, même pas de TPE ou PME, on est sur des business à fort potentiel, mais qui démarrent petit dans une phase expérimentale. Donc, on cible naturellement une population qui est éduquée, généralement à 35 ans d'âge, avec une grande expérience, avec des diplômes. Donc ça, c'est le monde des startups. Pas comme dans les médias, on peut le voir, jeunes, écoliers, sortis d'école, etc. Ils veulent lancer la startup. Ce n'est pas des gens qui réussissent. La statistique mondiale montre que c'est la quarantaine. Donc quand on prend spécifiquement, en respectant la notion de startup, et on prend ces gens qui sont dans la vraie cible startup, on voit qu'il y a des femmes qui sont sur des secteurs. Maintenant, en termes d'impact, en termes de réalisation, si on se réfère à des levées de fonds. Si je prends par exemple Maroc Numeric Fund, ils ont fait une vingtaine d'investissements. Très peu de femmes. Depuis 2020 ou 2021, aucune femme n'a levé de fonds chez eux. Si je prends MTech... Est-ce que c'est représentatif pour justement les... C'est représentatif. Si je prends MTech, qui est le deuxième fonds d'investissement, pareil, très peu de levées de fonds chez les femmes. Sur 7 ou 8 startups, il n'y a pratiquement personne. C'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Après, on peut dire, OK, c'est le genre, etc. Il faut savoir que les deux fonds sont gérés par des femmes. Donc, quelque part, on peut pas... C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que je sais qu'en tout cas, l'un des fonds, les deux fonds, les deux, vous me l'apprenez. Les deux sont dirigés par des femmes. Absolument. Le troisième fonds, qui est Azure Innovation, qui est aussi dirigé cette fois par des hommes. Oui. Très, très peu de startups. Donc, généralement, on peut dire moins de 10% des startups, et 10%, je suis vraiment large, pour ne pas dire 5-3%. Mais restons large. Même à 10%, ça démontre que les programmes n'arrivent pas à véhiculer, à créer, à accompagner des start-upeuses femmes qui vont réussir, qui vont lever les fonds. Pourquoi? Est-ce que cela est-il relatif? Parce que là, vraiment, ça m'interpelle. Est-ce qu'il faudra penser genre ou il faudra penser aussi la qualité de cette start-up ou en tout cas la pérennité de la start-up sans tenir compte de qui est derrière cette start-up? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire. C'est une très, très, très bonne question parce que ça résume en fait tout l'écosystème. Pour dire autre chose, sur l'ensemble des structures d'accompagnement qui accompagnent les startups, la majorité sont soit créées par des femmes, soit gérées par des femmes. Okay. Donc on ne peut pas non plus dire sur les structures d'accompagnement, il y a un favoritisme. La plupart sont gérées par des femmes. Et donc quand on prend les programmes, on voit la qualité des gens qui postulent, on va trouver qu'il y a plus d'hommes qui postulent que de femmes. Maintenant, si on creuse la réflexion plus loin, ça va coïncider avec d'autres statistiques. Si on prend, par exemple, l'éducation, on va trouver que, par exemple, sur les statistiques, il y a plus, sur les statistiques d'UNESCO de 2020, il y a 52% d'ingénieurs hommes, 48% d'ingénieurs femmes. Sur les bancs de l'université? Sur ingénieurs. En sortant des bancs de l'université, bien sûr, dans la spécialité ingénieur, c'est une autre réalité parce que le taux d'activité des femmes est très, 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 très ça, symbolique. C'est les plus hauts. Oui. Maintenant, si on pousse la réflexion plus loin, c'est que ces gens-là, quand on crée une start-up, généralement, on est dépensier parce qu'on est une phase d'expérimentation, donc on va brûler l'argent.
pratiquement on brûlait l'argent. Donc, quand on se pose la question sur l'argent, soit c'est de l'épargne, soit c'est des business angels, soit c'est des crédits bancaires, soit c'est de l'investissement. Quand je prends l'épargne, les femmes, ils ont pour les mêmes postes payé moins, ils ont moins de postes de responsabilité, donc moins d'épargne, donc moins de possibilités d'investissement. Si je prends crédit, je prends les chiffres de Banque al-Maghrib sur Intelaqa, qui est un programme national, 16% des femmes, 84% des hommes. Oui. Donc, encore une fois, l'accès au financement n'est pas en faveur des femmes. Si je prends les business... C'est fou, vraiment, ce gap, surtout pour l'accès au financement. Et je pense que Intelaqa est vraiment un exemple criant de ces disparités d'octroi, de crédit pour la femme et pour l'homme. 16% pour les femmes. Wow. Et chiffre officiel de Banque al-Maghrib. Donc, oui. on ne peut pas les challenger. Absolument, absolument. Après, quand on prend les business angels, quand je discute avec les business angels, et j'ai eu des échanges même ce matin, il y a pratiquement aucun depuis 2020. Si je prends les fonds d'investissement, Maroc Numeric Man, j'ai eu l'occasion de discuter avec Omar Hiyani, directeur d'investissement à Maroc Numeric Man, juste avant l'émission. Il me dit c'est vrai, depuis 2020-2021, on n'a pas investi dans des projets de femmes. C'est-à-dire que le flux de bonnes startups qui circulent n'existe pas, ou très, très, très rare. Maintenant, si je prends comparaison homme-femme, je peux dire que même pour les hommes, le flux est médiocre sur la totalité. Maintenant, si on creuse encore plus loin, on peut trouver que c'est l'éducation, la culture, etc., qui vont impacter négativement la femme. Et si je prends, là c'est pour les startups qui sont à fort potentiel, mais si je prends les petites entreprises, rien que deux critères pour moi qui sont importants, c'est l'alphabétisation. 53% des femmes, 75% d'alphabètes chez les hommes. Donc même pour les petites entreprises, on va favoriser l'homme. Si je prends le voyage, parce que quand on voyage, on découvre des choses, on a de nouvelles expériences, on peut imaginer de nouveaux besoins, etc. Je n'ai pas les statistiques, mais dans une société patriarcale, c'est l'homme qui va voyager plus que la femme, etc. Donc finalement, quand on analyse, on va trouver... Il y a beaucoup d'ingrédients qui font en sorte que, malheureusement, on aura mécaniquement moins de femmes entrepreneurs. Exactement. En fait, c'est un cercle vertueux qui fait qu'on va se retrouver toujours. Parce que le fait, et vous faites, c'est une bonne analyse, que la femme épargne moins parce qu'il y a déjà ce problème de rémunération, parce qu'elle est rémunérée. Ça, ce n'est pas le cas que pour le Maroc, c'est le cas dans le monde entier. Les écarts de rémunération entre hommes et femmes ce n'est plus un secret pour personne. Et effectivement, ça fait qu'on ne peut pas épargner pour lancer son business ou sa start-up. Un petit mot justement sur ces tendances peut-être, notamment, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'études Fatem Boutaleb, docteur Fatem Boutaleb, qualitativement et quantitativement. Alors, là, on vient de voir que quantitativement, effectivement, il y a un grand écart. Quid de la qualité? Qualitativement, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Alors, sur le plan qualitatif, là je mets beaucoup plus l'accent sur les données sur la femme entrepreneur qui est nous intéresse ce soir. Absolument. de notre rencontre aujourd'hui. Alors, globalement, je rejoins justement ce qui a été déjà dit par mes collègues, parce que concrètement, en fait, le recours, par exemple, de la femme au crédit, il est effectivement freiné par la frilosité des banques, etc. Quand bien même il y a beaucoup d'efforts pour justement renforcer les mécanismes de financement et les rendre un peu plus inclusifs. Mais il y a des informations que nous avons sur le fait que la plupart des entrepreneurs femmes, finalement, vont plus recourir à du love money. Donc, elles vont plus faire confiance à la famille, aux amis, aux proches, plutôt qu'à la banque. La question... Est-ce que c'est une solution pour justement remédier au refus d'octroi de crédit qui leur est
Alors, particulièrement. il me semble que c'est beaucoup plus. C'est assez négatif finalement pour qu'on puisse parler d'un essor d'entrepreneuriat féminin, parce que là-bas, c'est l'accès au financement. Alors, c'est une réalité culturelle. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Mais plus les femmes que les hommes. Mais plus les femmes que les hommes. Maintenant, l'aspect, effectivement, de l'éducation, par exemple, qui est même s'il y a une amélioration de l'écosystème, l'éducation, recherche et développement restent les deux maillons faibles de l'écosystème. Et l'éducation, c'est un constat qui a réitéré au fil des années. Donc, vous savez, je viens d'apprendre que, par exemple, sur les bancs d'universités américaines, elles sont moins de 20% d'ingénieurs, alors que c'est le double chez nous. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation ? Alors, quand on parle de l'éducation, il faut faire la différence entre l'accès à l'éducation, donc l'accès à la formation, et là, le Maroc a fait un bond qualitatif énorme. C'est des efforts qui sont à plébisciter, à applaudir. Maintenant, lorsqu'on parle de l'éducation au niveau de l'entrepreneuriat, nous parlons des soft skills, nous parlons des made skills, nous parlons de l'éducation entrepreneuriale, donc, qui va jouer justement sur ce qui a été dit à propos du mindset, de l'esprit entrepreneurial, etc. Parce que nous sommes quand même une société qui reste entrepreneuriale dans le sens où, on le voit à travers différentes variables, nous constatons qu'il y a une médiatisation de l'entrepreneuriat, il y a un statut, on respecte en fait le statut social accordé à l'entrepreneur, il y a un encouragement de la part des familles, etc. Mais il y a un frein très important, c'est celui de l'aversion au risque. C'est la peur d'échec. Et cette peur d'échec, on le voit, elle est d'une acuité particulière chez les femmes comparativement aux hommes. Il y a d'autres aspects maintenant, parce qu'on peut parler des attitudes sociétales, mais il est important aussi de parler de la perception individuelle. Et là encore, on se retrouve avec une pléthore de données qui pointent la femme, en ce sens que sa perception de sa propre compétence, de sa propre capacité à entreprendre est relativement très faible par rapport à celle des hommes. La question, par exemple, En fait, finalement, le mindset, il n'est pas que sociétal, il s'agit du mindset de la femme aussi, surtout. Oui. Et qui va jouer à la fois... qui va expliquer, on va dire, à la fois son absence, en tout cas sur le plan visible, parce qu'on peut parler des femmes visibles et des femmes invisibles, mais ça explique le fait qu'elles soient moins présentes au niveau de l'entrepreneuriat, mais aussi le fait que nous nous retrouvons avec quand même 8 femmes sur 10 qui sont hors du marché de travail. Exact. Donc, et là, ça, ce sont les chiffres du HCP. Et ça, ce sont les chiffres du HCP. 8 femmes sur 10 qui se retrouvent en dehors du marché de travail formel. Formel. C'est ça le plus important aussi à soulever, à souligner. Mais cette question globale de la femme nous amène en fait à s'interroger sur la nécessité de changer ses approches contingentes et configurationnelles pour accompagner la femme. Parce que nous ne pouvons pas en fait adopter le même modèle d'accompagnement entrepreneurial chez la femme que chez l'homme. Donc, lorsqu'on va... Parce que l'entrepreneuriat féminin a ses particularités. La femme entrepreneur, elle a ses particularités. Pourquoi vous dites cela ? Enfin, est-ce que c'est relatif au secteur qu'elle privilégie par rapport à d'autres ? Est-ce que c'est le mode de management ? Parce qu'on dit souvent c'est un mode de management au féminin. Alors, je ne sais pas si c'est juste cliché de dire ça ou c'est scientifiquement prouvé qu'il y a un mode de management féminin et un autre qui est masculin. Nous parlons aujourd'hui du leadership féminin et on voit notablement la différence entre le mode de gestion chez les femmes comparativement à celui des hommes. Et sur le plan des statistiques, on voit que le peu de femmes qui entreprennent
vont davantage créer plus d'emplois, vont davantage innover. Donc, il faut bien s'interroger sur ces paradigmes ou ces modèles d'intervention et oser peut-être déconstruire un petit peu pour mieux reconstruire. D'ailleurs, et là ça n'engage que moi, moi je milite pour qu'on puisse s'extraire un peu de ces normes, de ces comparaisons et de ces normes masculines. Lorsqu'on voit par exemple l'entrepreneuriat d'un prisme masculin, au niveau de la recherche on parle de l'entrepreneur schumpeterien, forme de héroïsation, etc. Donc sur le terrain on voit la plupart des femmes, ce sont des femmes qui sont motivées par la nécessité, qui vont... les mom entrepreneurs par exemple, ce sont des femmes qui vont, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont besoin de survivre, etc. C'est ça qui va leur donner la force pour aller entreprendre. Maintenant, ces femmes vont chercher à travailler en collectif. Et ça, c'est une autre donne intéressante à prendre en compte. Il y a moins de femmes, d'entrepreneurs autonomes femmes qu'entrepreneurs hommes autonomes. Donc, la question, justement, c'est une donne qui est à la fois qu'on va voir aussi en Égypte, en Tunisie, etc. Donc, ça reste le paysage maghrébin reste assez particulier. Donc, ce sont des femmes, voilà, parce que justement, il y a une sorte de sélection, parce que le fait d'avoir traversé autant d'obstacles, d'avoir challengé autant de barrières, etc., fait que la femme, une fois sur le marché de travail ou une fois sur la scène entrepreneuriale, va justement être davantage innovante dans ses pratiques et penser surtout à employer davantage de personnes. De personnes et peut-être de femmes, ou pas. Et de femmes. La discrimination positive, pourquoi pas. Alors, justement, en parlant de la région, vous avez parlé de l'Égypte, vous avez vu que l'Égypte et la Tunisie. Il y a aussi sur ce classement de la Banque mondiale, ou cet indice de la Banque mondiale Femmes, Entreprises et Droits, où le Maroc est parmi les 3 pays de la région MENA, à savoir les Émirats arabes unis et Malte, qui ont ou un score supérieur à 75. Bon, les Émirats sont autour de 80 et bien sûr, Malte a explosé tous les compteurs, donc c'est même pas comparatif. Moi, je veux juste savoir, est-ce que c'est une question de politique publique? Parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, Aïcha Prali, quand on parle de politique publique, il y a une multitude de programmes qui sont destinés d'abord à l'entrepreneuriat, Intellara pour ne citer que celui-là, il y en a eu d'autres avant, sans pour autant qu'on connaisse vraiment les résultats effectifs sur la croissance et sur la création d'emplois, parce que c'est pour ça qu'on met en place ce genre de programme. Il y a eu aussi l'approche du secteur privé et de la société civile. Donc, en gros, est-ce que selon vous, et cela a été soulevé dans plusieurs débats, c'est juste une question de transversalité et de finalement ne pas accorder les violons pour qu'on puisse aller, pour que tous ces programmes puissent donner des résultats ensemble, entre privé, public. Alors, si je reviens bien sûr sur des très belles remarques qui ont été faites par mes collègues, effectivement, donc la femme marocaine doit se sentir bien, très bien même s'il y a des petites choses quand même qui sortent, notamment quand vous avez parlé que, vous avez bien dit, l'âge mûr de l'entrepreneuriat pour une femme, c'est à partir de 35 ans. De start-up. De start-up. Alors moi, je l'applique sur toutes les femmes entrepreneurs parce que ce sont des résultats de l'HSP qui disent que entre on va dire la déperdition ou bien le taux qui diminue pour la femme, c'est entre 23 et 25 ans jusqu'à 35 ans. Là, il faut poser la question pourquoi la femme, en ce moment-là, pendant la dizaine d'années, donc elle préfère, donc on va dire, prendre du recul pour repartir après. Eh bien, tout simplement parce que la femme, elle part par des périodes, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la responsabilité, c'est pas mal de choses. Ce qui fait que c'est en ce moment-là que la femme, elle est déjà dans, on va dire, dans l'apogée, dans le summum de ce qu'elle peut donner. Alors, on se retrouve avec une femme qui se retrouve ligotée par des conditions externes, notamment, par exemple, la tenue des enfants, il n'y a pas assez de crèches, le transport et pas mal de choses. L'homme aussi est sujet au mariage à cet âge-là. Enfin,
Mais il ne prend pas autant de responsabilités, surtout quand on voit que la femme, elle est responsable de la maison, elle est responsable des enfants. Donc, si l'enfant il tombe malade, c'est toujours la maman qu'on appelle, même à l'école. Hein. On a tous vécu ça. Donc, à l'école, on appelle la maman pour dire votre enfant, il se porte mal, mais on n'appelle jamais un papa. C'est toujours la maman qui vient en courant. Et ça se répercute, on va dire, même sur l'évolution de sa carrière, que ce soit dans l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, les politiques publiques, il y a de la bonne volonté. Il y a beaucoup de programmes. Même les politiques privées, donc il y a des bons programmes. Aujourd'hui, donc il y a 2 semaines de cela, j'étais dans un colloque et il y a des grandes sociétés qui parlent de la RSE et mettre même donc la RSE au service, bien sûr, de la femme. Je pense avant tout que c'est du travail qu'il faut faire sur la femme elle-même. Donc on est d'accord sur ça, c'est sur la femme elle-même et sur les comportements de certains responsables. Parce qu'effectivement, quand on parle si elle ne s'émancipe pas, elle, comment les pouvoirs publics peuvent l'émanciper finalement? Ils ne vont jamais l'entendre. Et aujourd'hui, quand on est, par exemple, devant un responsable qui est homme dans une banque, eh ben, automatiquement, il va faire de la discrimination. Pas tout le monde, heureusement, mais c'est ce qui explique, bien sûr, les chiffres-là qui ont été donnés par Banque El Maghreb. Quand on a un dossier de femmes devant une banque, devant un banquier, eh ben, automatiquement, on ne va pas faire confiance aux femmes, on va faire confiance automatiquement à un homme. Et ils se disent, bon voilà, la femme, elle passe par plusieurs périodes de sa vie. Et ça, je l'ai entendu, parce que moi, dans mon travail, je fais de l'accompagnement pour les femmes, pour le financement. Oui. Et il y avait de beaux dossiers que normalement, la banque ne devait pas du tout refuser. Ils ont été refusés. Et pour quelle raison? Bon, c'est question de sécurité. Sécurité contre quoi? Donc, aller chercher. Moi, je pense que c'est un problème. C'est la version risque, mais qui est calculée de l'autre côté. Ça veut dire elle est portée sur un risque, mais il y a on va dire, une discrimination genre dans cet environnement-là. Mais par contre, il y a des chiffres qui sont alarmants. Quand on part dans les microfinances, on trouve que la majorité des personnes qui ont accès aux microfinances, ce sont des femmes. Mais quand on voit l'output sur leur situation, sur leurs conditions, eh ben, ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire même que la femme, quand elle a accès au financement microfinance, ce n'est pas pour elle. C'est pour son mari, c'est pour la famille, c'est pour le frère. Vrai, et ça, ce sont des choses qu'on a vues. Parce que j'ai été dans une étude, on a fait des études terrain, donc de milieu rural, périurbain et urbain. Et c'était flagrant, les résultats. Donc, personne ne peut démentir ça. Bon, on ne peut pas dire que c'est la totalité, mais c'est la majorité. Donc, même quand elle s'endette, elle se retrouve dans des positions d'endettement à rembourser, mais elle n'en a pas vraiment profité. Là, je pense que c'est tout un système qu'il faut reprendre. Quand on parle d'accompagnement de la femme, on parle d'incubation. Aujourd'hui, il y a une grande mode qui s'appelle les incubateurs. Mais la majorité des incubateurs, ce qu'ils font, ils sont là pour accompagner la femme, on va dire, dans la création. Ça veut dire avant la création, pendant la période de la création, et après, elle est livrée à elle-même. Alors, une femme qui est livrée à elle-même, elle n'a pas beaucoup de chance pour avancer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donc, il faut faire un effort auprès des donneurs d'ordre pour faire plus confiance aux femmes, que ce soit dans les financements, que ce soit même dans les bons de commande. Les privés, c'est ça, dans le monde de l'entreprise aussi. Exactement. Donc là, je parle de ça. Ça veut dire les donneurs d'ordre, donc que ce soit public, privé, il faut faire confiance à la femme. Il faut vraiment, oui, parce qu'une femme qui démarre on va dire, son entreprise, si elle n'arrive pas à vendre ses articles, surtout qu'on est dans une entreprise, plutôt dans un milieu socio-économique avant d'être économique. Donc, ce sont des femmes qui travaillent surtout dans les petits métiers ou bien qui travaillent dans les coopératives. Exact. Donc, si elle n'arrive pas à liquider ses stocks, si elle a les moyens pour avoir un stock d'abord, si elle n'arrive pas à vendre, comment qu'elle va s'épanouir, qu'elle va avancer? Exact. Malheureusement, donc ça, c'est un grand débat sur lequel, donc, aujourd'hui, il faut qu'on s'attable au travail. Imposer des espèces de quotas sur les commandes, c'est-à-dire des quotas pour des femmes, des quotas féminins. Sans pour autant tomber dans une quelconque discrimination. Là, j'ai l'académicienne qui on n'osera pas aller jusqu'à là. Oui, qui appuie là sur le bouton rouge. Attention. La discrimination. On va aller vers notre discrimination de l'autre côté, franchement. Oui. On est juste en train de demander à ce que la femme ait les mêmes chances. Ça veut dire une parité dans les chances que l'homme. Oui. Ça veut dire là, quand on parle des parités, on se base sur l'offre elle-même, sur la qualité, par exemple. Vous accompagnez beaucoup de femmes, justement. Aïcha Prali, est-ce qu'il y a cette idée que la femme n'a pas le droit à l'échec, en parlant d'égalité des chances? Est-ce qu'elle n'a pas autant le droit à l'échec que l'homme? Est-ce que j'ai entendu cela il y a quelques jours, et est-ce que c'est une remontée du terrain que vous avez? Ça dépend surtout de l'angle
de l'angle par où donc, on va aborder la question. Si on part, par exemple, dans un milieu qui est défavorable pour la femme, surtout quand on parle des milieux périurbains et ruraux, donc les femmes, elles ne sont pas vraiment encouragées vers l'entrepreneuriat. Donc, quand on leur parle, on leur dit, écoutez, on leur dit, bon, voilà la possibilité, par exemple, de se faire financer. Il y a des fonds. Il y a des fonds, que ce soit des fonds d'honneur, que ce soit des fonds, on va dire, qui sont donnés pour les femmes pour les aider, mais elles n'ont pas accès parce qu'elles ont un grand risque. Plutôt, elles ont un grand, on va dire, une peur du risque. Une grande peur interne du risque. Parce que tout simplement, tout l'environnement, ça c'est la culture. Donc, il y a des choses, bon, la femme ne réussit pas, donc, des trucs comme ça qui circulent malheureusement et qui font que même la femme elle-même, elle n'a pas confiance en elle. Alors, quand il y a une femme, et c'est l'oiseau rare, qui décide d'aller vers l'entrepreneuriat, donc elle va mettre tout à table pour pouvoir réussir. Oui. Elle n'accepte pas l'échec. Et la femme, en cas général, c'est une femme qui est battante. Donc, quand elle entreprend quelque chose, automatiquement, elle vise, bien sûr, la réussite. Et c'est ce qui fait, comme a dit ma chère amie Fatom, effectivement, quand on voit la gestion des femmes, souvent la gestion des femmes, c'est une gestion qui est participative. Et quand on prend des sociétés qui sont gérées, dirigées par des femmes, ce sont des sociétés où il y a beaucoup, on va dire, de développement à l'intérieur, on va dire, de l'entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit sur le côté humain. Ça veut dire tout ce qui est capital humain. Il faut rappeler que la proportion des femmes dirigeantes reste très inférieure à celle des hommes. 16% seulement des entreprises actives au Maroc sont dirigées par des femmes. Naoufal Chama, un dernier tour de table. Et on va commencer peut-être par parler de mesures d'accompagnement. Ce qui, selon vous et selon votre expérience, surtout, pourrait être un peu plus efficace. Et notamment en ce qui concerne, d'abord, réaliste. Là, quand je parlais tout à l'heure des bons de commande, je frôlais un peu le sarcasme, mais qui soit réaliste et qui soit surtout efficace. Alors, je vais parler d'un point de vue strictement start-up, parce que oui, naturellement. Vous êtes le président de Start-up Maroc, ça se comprend. Alors, pour ces initiatives, il faut voir les autres pays, ce qu'ils font. Et quand on voit les autres pays, ce qu'ils font, ça me ramène d'abord au classement, parce que ce classement ne reflète pas du tout la réalité, en tout cas quand on dit parmi les top 3 sur la région. Moi, je peux vous dire que l'Égypte, il y a beaucoup plus de femmes qui ont levé et de gros montants. Quand je prends la Guinée... Attendez, alors, le Maroc est dans vraiment le bas du classement des levées de fonds pour les start-up en Afrique. Oui. Ça ne concerne pas que les femmes. Oui, mais quand on présente les chiffres de classement de l'entrepreneur... Je crois que sur l'ensemble des levées de fonds qui ont été faites pour 2022, je n'ai pas malheureusement les chiffres sous les yeux. Comment ? Moins de 1%. Moins de 1%, voilà. Ouais. Et ça représente peut-être une levée de fonds d'une seule start-up kenyane. J'ai dit le Kenya juste comme ça. Vous n'avez pas tort. C'est des bonnes approximations qui reflètent le modèle. Exactement. C'est-à-dire, quand on présente le classement, etc., oui. On se rend compte que, OK, peut-être c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais dans le monde de la start-up, oui. On est loin derrière. C'est-à-dire, on est à des années-lumière. Maintenant, quand on voit les gens, ce qu'ils font ailleurs et qu'est-ce que nous, on peut faire, il y a les choses de base, que ça s'applique aux hommes, aux femmes, etc. Focus. Faire quelque chose et se concentrer dessus. La persévérité, rester sur la chose, essayer de bien faire, etc. La persévérance, pardon. Après, il y a la compétence, etc., qui sont valables aussi pour les hommes et les femmes. Maintenant, les modèles, c'est là où on a un problème. C'est que j'en ne connais pas, ou même la presse ne médiatise pas les bonnes femmes qu'il faut médiatiser. On va prendre une start-up qui a réussi. Exagéré quand même. Ce n'est pas le cas de Média TV. On essaie d'y diversifier au maximum. Alors, je vais juste préciser quelque chose. C'est que quand on médiatise les start-up, à tort ou à raison, on va inviter une jeune qui a un beau projet, qui va dire « je veux faire, je veux faire, je veux faire, je veux faire ». Et ça, c'est le cas aussi des hommes. Maintenant, ce n'est pas un modèle de réussite. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui a envie de faire des choses. C'est de l'ambition. C'est de l'ambition. Mais quand on veut un modèle, c'est-à-dire on a besoin d'un homme ou d'une femme, mais là, le cas échéant, une femme, qui a fait quelque chose de grandiose et on va la médiatiser. Et donc, quand je vois toute la presse, toute la communication, c'est
autour de gens qui veulent faire des choses. Mais on oublie les gens qui ont fait de belles choses, marocains ou pas. Au Maroc, des Marocains du Maroc ou à l'étranger, il y a de belles réussites. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, des levées de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais ils sont aux abonnés absents au Maroc. Personne ne les connaît, ils ne sont pas médiatisés. Et pour créer cet espoir, cette volonté, il faut dénicher ces gens-là et les médiatiser. C'est quand je parle de médiatisation, ce n'est pas qu'on ne parle pas de la start-up au féminin, mais qu'on ne présente pas le bon modèle start-up au féminin. Oui, je serais curieuse, ou en tout cas je vous le demande ici, vous pouvez partager avec moi une liste que j'inviterai sur ce plateau avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Naoufel Cham. Alors, toujours dans cet esprit de projection, docteur Fatem Mottaleb, peut-être les conclusions, les recommandations de l'étude que vous avez, à laquelle vous avez participé, n'est-ce pas, ce Global Entrepreneurship Monitor, et comment se présente 2023, notamment pour l'entrepreneuriat au féminin au Maroc. Alors, moi je dirais une chose. Il y a un gap de 132 ans pour atteindre la parité au niveau mondial. Donc, et ça, c'est Gender Global Reports qui le dit. Au niveau du Maroc, c'est dire que, on va dire, la cause féminine ou le combat. Ce combat que nous menons tous est d'abord et avant tout une histoire de développement, d'assurer le développement et l'inclusion active au niveau de toute la société monde. Oui. Donc, maintenant, particulièrement au Maroc, il y a des choses, il y a des avancées considérables, comme j'ai déjà expliqué, au niveau de tout ce qui a été déployé sur le plan réglementaire. N'oublions pas l'article 17 du Code de commerce, la loi 19.1 pour améliorer la visibilité et la participation des femmes dans les conseils des sociétés anonymes. Enfin, il y a eu sur le plan, même les programmes avec leurs limites, programme Telaqa, programme Força, etc. Le dernier programme, Direction Femmes, qu'a mené le ministère de l'Inclusion économique. Donc, alors, tout ça, toutes ces actions, qu'elles soient initiées par les acteurs publics, nos policymakers, ou par les acteurs privés, sont évidemment très importantes pour tracer justement le Maroc de demain. Et le Maroc de demain, le principal marqueur de développement du Maroc de demain, c'est l'émancipation et l'autonomisation économique de la femme. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'éducation. Il y a encore des choses à faire, mais beaucoup de choses sont à faire surtout sur le plan économique. Et sur le plan économique, il y a besoin d'activer certains curseurs, notamment celui de l'éducation entrepreneuriale. Et quand je parle de l'éducation entrepreneuriale, c'est vrai, beaucoup de choses ont été faites pour sensibiliser, mais il y a des choses à faire aussi pour dépasser cet obstacle qu'est la peur d'échec. Et je rappelle qu'il y a 32% pour cette année, 32% de femmes âgées de 18 à 64 ans au Maroc qui veulent entreprendre dans les 3 prochaines années. Ce stock énorme, il faut participer il faut qu'il soit activé, qu'il y ait ce passage de l'intention qu'il y ait un accompagnement à l'action. À ces 32%. Mais pour réussir cet accompagnement et ce passage de l'intention à l'action, il va falloir peut-être adapter davantage les modèles d'intervention, les modèles d'accompagnement, bien sûr renforcer tout ce qui est recherche et développement sur le plan, et surtout, moi je crois beaucoup à la force du collectif, c'est important de renforcer les synergies, les interactions entre les différentes dimensions, les différentes actions quand on parle de la sphère économique, politique, sociale, etc., c'est en conjuguant les différents efforts qu'il y aurait un résultat assez probant et surtout efficace, absolument. Donc, entre
politique publique, mais aussi initiative privée. Et la société civile. Et, voilà, et le rôle de la société Parce civile. que il faut renforcer ces alliances, ces fédérations. Nous avons justement une représentante de la société civile en la personne. Deux représentantes de réseau. Deux représentantes, pardon. À 3. Bon, on a beaucoup de sociétés civiles aujourd'hui. Alors, un dernier mot, Aïcha El Idrissi, justement, sur cette synchronité des efforts en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Alors moi je dirais, je pense que je vais aller au-delà des choses. Je vais dire qu'aujourd'hui il y a tout le monde qui parle des solutions correctives pour l'entrepreneuriat féminin. Ça veut dire qu'il faut faire de l'accompagnement, il faut aller vers du mentorat, il faut aller vraiment dans le travail sur la femme elle-même avant, bien sûr. Quand on parle de la femme, on parle de la femme et de son environnement. Parce que s'il n'y a pas l'environnement qui va aider la femme pour sortir vers l'entreprise, elle ne va jamais pouvoir réussir. S'il n'y avait pas mon père, l'Arhamo, qui était derrière moi, je ne vais pas me trouver dans tout ce qui est, on va dire, dans le challenge d'aller vers l'entreprise, d'aller vers, on va dire, vers la découverte de moi-même en tant que femme entrepreneur. Il y a des hauts et des bas, c'est comme tout le monde. Donc là, on ne va pas rentrer dans on va dire, dans le genre. S'il n'y a pas l'homme qui va épauler la femme, donc rien ne va se passer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut un petit peu arrêter de parler que programme femme, mais parlons programme famille. Alors, dans ce cadre, on va dire dans ce deal-là, moi, si j'ai une recommandation à faire aujourd'hui, c'est d'aller dans les préventives, c'est d'aller enseigner l'entrepreneuriat et le challenge de l'entrepreneuriat dans nos écoles. Parce que c'est là où il faut commencer. Aujourd'hui, on est en train de préparer le Maroc de demain. Le Maroc de demain, c'est pour demain. Ça veut dire 10 ans, c'est un clin d'œil. Si on ne commence pas aujourd'hui à faire des sensibilisations dans les écoles, d'aller chercher, donc on va dire, cette fibre entrepreneuriale au niveau des écoles et l'accompagner, donc on risque de se retrouver toujours dans les conditions, comment faire pour améliorer, pour guérir un mal qui est déjà existant. Il y a de la bonne volonté, ok, mais il faut passer, il faut aller, il faut penser à grande échelle, il faut un petit peu, on va dire, élargir, on va dire, la sphère. Il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, si on veut aller vers les décisions pour l'entrepreneuriat féminin, pour la femme en cas général, il faut avoir un maximum de représentativité féminine dans les pouvoirs publics. Oui. Aujourd'hui, quand on voit un gouvernement, surtout le gouvernement, il y a 7 femmes. Donc, on est loin de la parité. Quand on part dans les chambres professionnelles, et nous sommes une association qui siège dans les chambres commerciales, les chambres professionnelles, la femme, on va dire, c'est un pourcentage qui est dérisoire par rapport à l'homme. Donc, si on n'a pas la femme qui est dans des postes, on va dire, de direction, de gestion, de responsabilité et de prise de décision, je pense qu'on va rester dans une boucle. Donc, on va s'améliorer, mais ça va prendre encore du temps. Merci beaucoup, Aïcha El Idrissi. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale et membre fondatrice de l'Association professionnelle pour l'entrepreneuriat féminin et aussi directrice générale du cabinet Performance Pro Formation et Conseil. Bien évidemment, mes remerciements vont également à Sinofel Chema, président de Startup Maroc. Et j'attends la liste, après le générique. Et bien sûr, à Dr Fatima Boutaleb, professeur-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir enrichi ce débat. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.